Dans mon petit village, moi, je fréquente mon voisinage, tu sais, je veux dire. Je me promenais, puis j'arrête sur la rue jaser avec une dame qui s'appelle Ginette, Ginette Gagnon. Puis on jasait comme ça pas mal tous les jours. Puis à un moment donné, elle dit, faut que je te montre quelque chose. Elle rentre dans sa maison, elle sort avec cette enveloppe-là, qui a un beau petit dessin dessus, avec un timbre daté des années 1944, je pense. Puis, dans sa lettre-là, elle l'ouvre, puis c'est une lettre d'amour qu'un soldat a envoyée à une madame. La lettre est adressée à Marie-Jeanne Bilodeau, dans le bout de Sherbrooke, ça se peut-tu? Ça fait que là, je regarde ça, puis je lis ça, bien, regarde, c'est l'écriture est palpitante, tu sais, je veux dire, ça bouge beaucoup. On voit que c'est quelqu'un de passionné, le monsieur Legault. Puis, il utilise des expressions de l'époque. Il appelle ma fiancée. Moi, je trouve ça charmant. Au départ, je regarde ça, puis ça me charme. Puis là, je me suis dit, ben, cette valeur, on n'en sait pas plus. La madame existe peut-être encore. Sa fiancée, se sont-ils mariés? Je me suis posé des questions à partir de sa lettre-là. Mais c'est pas resté comme ça. Tout a commencé en 1941, lorsque Louis décide de s'enrôler à la guerre. Son père n'était pas convaincu de cette décision, sous prétexte que les enfants, ça doit assurer le bon roulement de la ferme. Sa mère était plus flexible à l'idée, malgré la peur de ne plus jamais revoir son fils. Une fois les parents convaincus, Louis part pour Québec pour s'enrôler. Down there is one of Canada's great training centers for the RAF. I would say probably when he went to the army, in his memory, he wrote somewhere, "I wanted wings," and it's written just below a sketch that he did from a duck with a helmet of the aviator, of the pilots, and the duck is behind the bar of a prison, and just below it, it's written, "I wanted wings." Bon, d'abord et avant tout, Karine était passionnée des jouets militaires. Puis, à l'âge de 10 ans, Karine, elle voulait rentrer dans les cadets. Puis, elle a commencé dans les cadets, elle avait 11 ou 12 ans. Puis, elle adorait ça, mais c'était pas encore assez pour elle. En ligne au bureau de conscription, Louis remarque la beauté de la préposée, Marie-Élise. Bien coiffée et maquillée, avait la responsabilité d'enregistrer les volontaires avant de les diriger vers leur examen médical. Une fois devant Marie-Élise, Louis devient très nerveux, maladroit, intimidé par cette beauté. De paroles maladroites, il l'invite à prendre un café durant sa pause. Malheureusement, Marie-Élise avait déjà quitté lorsqu'il revient de son examen médical. Et Louis était très déçu, pensant ne plus jamais la revoir. Il part ensuite à la recherche d'un restaurant pour se nourrir avant le retour en train à Saint-Ferdinand. Il remarque Marie-Élise qui entre avec un jeune homme et une demoiselle. Louis fut absolument déçu, croyant que l'homme était le petit ami de Marie-Élise. Marie-Élise, elle, se sentant épiée du regard, aperçoit Louis et lui fait signe de la main de venir les rejoindre. Elle lui présente ses amis, confirmant que le jeune homme, c'est son frère aîné. Depuis ce moment, ils deviennent amoureux et entreprennent une série de lettres d'amour comme celle-ci.
Il est un vrai romantique, c'est lui. Est-ce qu'ils se sont revus, grand-maman? Oui, tout à fait. Ils se sont revus, mais c'est à suivre. Ensuite, elle est allée à Valcartier pour... Elle savait ce qu'elle allait aller. Fait qu'elle a dit, je m'en vais soldat du blindé. J'étais fière d'elle. Parce que moi aussi, j'étais un peu fonceuse dans la vie. Puis elle avait le petit côté de moi, de foncer dans la vie. Puis je me disais, si je l'arrête aujourd'hui, mais c'est son rêve. Puis elle était entourée d'amis, elle était entourée de ce qu'elle voulait être entourée. Pas un village où ce que les gens jalousent, ou là-bas, c'était vraiment une famille. Je pense que le côté fraternité de l'armée l'a beaucoup plu. Moi, je t'ai rencontré à Les Méchants, sachant déjà ton talent d'écrivain, puis oui, ça fait que je t'en ai parlé, puis ça a cliqué, tu as contacté Nancy. Et c'est là que moi, je rentre dans l'histoire quelques années plus tard, quand j'ai entendu de Maryse. J'ai entendu parler de cette fameuse lettre, tout à fait par hasard, lors d'une conversation. Ça fait quand ma fille, je lui en ai parlé, puis elle habite en Alberta, son mari est déjà militaire, puis elle a fait beaucoup de recherches puis d'études du côté de la guerre. Elle est pas mal au courant de tout ce qui concerne la guerre. Ben, elle a vécu la même chose que moi. Alors, Romantique dans l'âme, ma mère m'a demandé de l'aider à enquêter sur l'histoire en question de ce soldat, et puis elle a dit, ah, mon ami voudra en savoir plus, etc. Et sans hésitation, j'ai accepté. Il venait de la connaître, c'est ce que je pense. Ils se sont pas mariés. Elle a gardé sa lettre, peut-être toute sa vie. Probablement. Probablement. Ouais. Puis, sûrement que ça a été comme un petit trésor. On trouve ça, puis... Donc, cette lettre a été retrouvée par hasard dans une brocanterie et a été achetée par Ginette Gagnon dans le but de remettre à la dame cette lettre qu'elle avait probablement perdue. Malheureusement, pour Ginette, elle n'a jamais pu retracer la dame, donc elle a gardé précieusement cette lettre pendant une vingtaine d'années. Alors, en démarrant mes recherches, je suis tombée sur une opportunité de développement professionnel organisée par le centre Gregg Center. C'est une université, c'est un cours de maîtrise qui était axé sur les guerres mondiales. Louis a dû suivre une succession de camps d'entraînement afin de devenir un mitrailleur hors pair. De Centralia, où il a écrit cette lettre, en passant par Montjoly au Québec et Summerside à l'île du Prince-Édouard. Fait que là, elle a fait son cours, puis ça a duré, je pense, c'est 8 mois. Pendant 8 mois de temps, Karine, elle a travaillé fort, puis elle a acquis le métier de blindé dans les Forces armées canadiennes. Ensuite, elle a été déployée à Québec, à Valcartier, où elle a commencé à rencontrer un copain, puis elle a son appartement, elle avait tout ça, un petit gars, puis elle avait une carrière, puis elle avait une vie de femme et de famille avec son copain, là, c'était rêvé. Puis, l'invitation ultime arriva, et Louis dut se rendre en Angleterre afin d'aider ses alliés à combattre contre les Allemands devenus de plus en plus féroces. Puis finalement, un téléphone sonne un bonjour, puis elle me dit, maman, tu sais, elle dit, moi, là, je me suis entraînée. Puis elle dit, je veux y aller à cette mission-là. Je me suis entraînée pour une mission comme ça. Fait qu'elle est partie, puis elle est allée au Texas s'entraîner le restant de qu'est-ce que ça prenait pour aller en Afghanistan. Fait qu'elle est allée... What I interpret from this image is what it was. If I go in the army, if I choose aviation, I will be far from the fight. So I will be safer. That's where he may have picked the wrong choice. Donc moi, tout de suite, ça m'a allumé quelque chose. Mon petit côté créateur est allumé, puis la passion est commencée dès ce jour-là, aussitôt que j'ai lu cette lettre. Et questionnement, c'était, qui était cet aviateur passionné, aussi charmant,
qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Ça l'a emballée, elle a trouvé ça, comme moi, j'ai trouvé ça mignon, puis tout ça. Puis elle s'est posé des questions. Elle est allée aux archives du gouvernement militaire. Et poussant mes recherches, cela m'a mené sur le site de l'escadron 425 du Québec, celui qui était de Henri Legault, où j'ai découvert totalement par hasard. Je scrollais down, je déroulais la page. Et à un moment donné, je sais pas, je me suis arrêtée sur un message qui était écrit en anglais. Et un message datait de 2006. À ce moment-là, on était en 2018. Et c'est soit 13 ans auparavant. Qui était écrit par un Irlandais qui s'appelait Jaap Vermont. So that we never forget. This is the saying of the Dutch when remembering the Second World War. With the passing of the victims of that war and the world we live in today, our responsibility to keep the memories alive is even more relevant. My personal journey began with my grandmother's story and her testimony of a Halifax bomber crashing into her backyard. I was fascinated by the fact that the crew members were the same age as me. But what could be their names, their motives, their personal stories? So I undertook a personal historic investigation. Alors, Jaap enquêtait sur un crash qui était survenu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui était le crash qui est arrivé le 22 avril 1944. Alors, qui impliquait l'avion, un Halifax Keno, numéro de série, je vois LW633, qui était, et je le savais, l'airplane de l'avion de Henri Legault. This investigation allowed me to go back in time. It brought me into contact with researchers from all over the world, relatives of the crew members, former Dutch resistance fighters, and even with the former Queen of the Netherlands. This incredible adventure gave me a glimpse into the lives of these young men, their fears, and their heroic actions. Pendant tout ce temps, moi j'étais alors âgée de 14 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier, du bruit des avions qui survolaient nos maisons. J'en faisais des cauchemars tous les soirs et Théo, mon frère, me réconfortait en me chantant mes chansons préférées. Ah, quelle chanson! Ver van het gewoel der grote steden, waar de grebbestrijd werd uitgestreden. Ça fait que lui aussi, il faisait les mêmes recherches sur, mais lui, c'était pas sur M. Legault, et il voulait savoir l'avion, qui était là, qu'est-ce qui s'était passé, parce que cet avion-là, elle s'était écrasée sur le terrain de sa grand-mère. This journey became a history lesson, but how do we translate it into a lesson for us all? This research has taught me that there is no such thing as coincidence. It was with a great sense of fulfillment that I met Nancy and Katie. Curieuse et émue, j'ai immédiatement recherché sur Facebook pour essayer de trouver Jaap. Je l'ai trouvé tout de suite. Et il m'a répondu très rapidement. Dans la même journée, on a organisé un appel Skype avec ma mère et son amie. Et c'est celle qui avait acheté la lettre. Alors, toutes les trois femmes, on est avec Jaap et sa grand-mère. Puis, un bon soir, alors que l'escadron 425 était bien formé et prêt à toute éventualité, l'équipage a dû participer à une mission très importante afin de détruire des infrastructures allemandes. 700 avions en partance de l'Angleterre, tous chargés de TNT, ont pris les airs en direction de Düsseldorf en Allemagne. La mission s'est bien passée, mais durant le voyage de retour en Angleterre, une flotte allemande les a pourchassés. L'avion de Louis fut frappé de plein fouet. 2 membres de l'escadron ont eu le réflexe de s'éjecter avec leur parachute. Malheureusement,
Pour Louis, le pilote et le copilote, ils n'ont pu survivre à l'impact. Alors, dans son message, il racontait comment cet avion-là s'était écrasé dans le jardin de sa grand-mère, ce qui avait causé la mort de 5 membres de l'équipage. Mais dans un équipage, dans un Halifax Bomber, il y a 7 normalement, personnes à bord. Donc, Henri Legault était là. Et puis, il y avait eu 2 survivants. Donc, Henri Legault est mort dans la cour de sa grand-mère. Louis s'est retrouvé coincé dans les décombres, dans son avion, atterri dans un champ derrière ma ferme. Le bruit de l'écrasement nous a réveillés, Théo et moi. Et la curiosité l'a emporté sur la peur. Je me suis rendue à des débris, attirée par une voix qui criait pour de l'aide. Louis était coincé dans les décombres et très affaibli. Il me remit une photo de Marie-Élise et me demanda de l'aviser qu'il ne la reverrait jamais. Oh, que c'est triste. When I was young, he was not talking very much from this because when he wrote his memories, when you read it, he reads some emotional events or memories that are deeply sad and turns it with jokes. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, moi, dès ce moment-là, c'est de créer un environnement, une histoire, une fiction, mais inspirée du dossier militaire de cet Henri Legault-là. Ouais. Puis il avait juste 21 ou 23 ans. Ouais. Ça fait que les aventures d'amour n'ont pas été plus loin que ça, là. À ce moment-là, on a regardé la télé, puis il y avait un petit soldat qui était parti en mission. Puis elle dit, maman, elle dit, lui, il vient de décéder, puis elle dit, c'est moi qui m'en vais le remplacer. On était le 19 de mars. Karine est partie pour l'Afghanistan le 26 de mars 2009. Puis quand elle est partie, le 26, on était dans la neige, puis elle était en train de faire une raide de motoneige autour de la maison, puis elle est revenue. Puis elle faisait le tour de la maison, puis elle dit, maman, j'ai l'impression que je ne reviendrai plus jamais ici. Fait que là, j'étais sous le choc. Et elle est décédée le 13 avril 2009. Ouf. Le matin de son décès, Karine nous a appelé toute la famille pour dire qu'elle nous aimait. Les 2 aviateurs qui s'en sont sortis vivants se sont cachés dans les bois et puis ont été accueillis par des membres de la résistance, telle la Pyjama House. Yep, nous a raconté des histoires sur l'équipage d'Henri, sur les 2 survivants, la manière dont la famille a aidé les survivants à échapper à la Gestapo. Il nous a même montré des photos de la maison où les survivants s'étaient réfugiés, le Pyjama House. The thing that it tells me is that I should be grateful for what I've been done to my father during the short period before he had been betrayed. Because of that, maybe I can talk to you right now. If there wouldn't have been any resistance, I would not be there to talk to you about that. La Gestapo les a retrouvés et emprisonnés dans des camps de prisonniers de guerre. Ont-ils été martyrisés, grand-maman? Non, pas vraiment. Mais ils ont été rationnés, vivant avec le strict minimum. Mais tout ça, c'est de la fiction. C'est quelque chose que j'ai créé, cet univers-là, pour rendre l'histoire plus intéressante et me donner la chance d'aller découvrir et toucher tous les angles possibles de cette guerre, autant au Canada qu'en Angleterre, qu'aux Pays-Bas. Comment est-ce que ça a touché toutes ces personnes-là? Puis, à la fin de la guerre, en 1945, ils ont été relâchés, aidés par l'armée canadienne
rapatriés dans leur pays, sains et saufs. Qui était mon père, Léo. C'est le seul Canadien à avoir remporté 2 DCM dans 2 guerres différentes, la Deuxième Guerre mondiale pour la libération de la ville de Seoul et en guerre de Corée où il a libéré une colline stratégique avec un groupe d'hommes qu'il avait choisi lui-même. Qui était-il? Comme je vous ai dit, c'était un grand héros, quelqu'un qui avait un sang-froid extraordinaire. Il admirait le général Dextras, mais trouvait totalement incompétent le général Montgomery, qui lui offrait justement une DCM, ça aurait été la 3e, en fait la toute première, mais il en aurait eu 3, et il l'a refusé, lui disant devant tout le monde qu'il était une espèce d'incompétent, qu'il ne méritait pas de donner aucune médaille à personne. Comment a-t-il vécu ça? Physiquement, ça a été très difficile, psychologiquement aussi. Physiquement, un peu après le débarquement de Normandie, il a reçu une grenade au phosphore, ce qui a brûlé un œil et une partie du visage. Le médecin a donc dit à mon père, « Léo, la guerre est finie pour toi, tu dois retourner au Canada. » Mon père a dit, « Je suis franc-tireur, j'ai juste besoin d'un œil, j'ai du travail à faire et je vais aller retourner voir mon bataillon. » C'est ce qu'il a fait. Il s'est sauvé de l'hôpital. Un œil en moins, il a continué la guerre. Un peu plus tard, il a sauté sur une mine anti-char. Il s'en allait avec un padré ramasser des corps. Il est resté 2-3 jours avec les corps qui gonflaient autour de lui au soleil, avec cheville fracturée, fracture à la colonne, en tout cas vraiment magané au possible. Encore une fois, on lui dit, « Léo, la guerre est finie pour toi. » Lui, il n'y en est pas question. J'ai un travail à faire. J'ai des gens, je me suis enrôlé pour la liberté et c'est ce que je vais faire. Alors, il a trouvé le moyen de se sauver encore une fois de l'hôpital. Il s'est rendu dans une petite ferme où est-ce qu'il s'est caché, le temps de se rétablir un peu plus. Et après ça, après qu'une scie, il a enlevé ses plantes, puis il est allé rejoindre à nouveau ses hommes, ceux avec qui il avait de la loyauté, d'ailleurs. Au niveau psychologique, est-ce que vous connaissez un seul ancien combattant qui n'en a pas eu des séquelles? Moi, j'en connais pas. Est-ce qu'il en parlait? Non. C'était toujours, comme toutes les gens de toute sa génération, on n'en parle jamais. Par contre, un jour, je lui faisais jouer de la musique. Mon père était le style à avoir vu tellement d'horreur, donc aucun être humain ne devrait le voir dans leur vie, qu'il restait souvent stoïque devant des drames qu'on entend en nouvelles. Par contre, je lui faisais jouer de la musique, style Billie Holiday, et les larmes coulaient. Un jour, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, tel jour, j'étais avec ma bande d'amis, on écoutait cette musique et le soir, ils étaient tous morts. C'est un peu ça, le vécu d'une personne à la guerre. Je pense que tous nos anciens combattants méritent des honneurs et je pense que Cathy, en les mentionnant dans son livre, fait exactement ça. But I am proud of what he was and the fault of that of the way he has been toward the kid that I was. It's only this fucking war. This is and I'm sad to see that the world doesn't learn from it. Still doesn't learn from it. The weapons are only different. Today the weapon is the fucking internet. And this is the way it will be the vector that will conduct the world to its end. Yeah, that's true. It is my personal mission to do whatever is necessary to contribute to this book. For my 2 daughters, I envision a world of respect and appreciation between all cultures, races and nations, in memory of my beloved grandmother, Katharina Swinkels. Ver van het gewoel der grote steden, waar de grebbestrijd werd uitgestreden, rust
tussen stille groen, zij die door hun plicht te doen, nimmer meer teruggekomen zijn. Koop eens een handje vol